à la première phase de la conférence de Genève, a parlé des Syriens, du peuple syrien. Alors, espérons que lors de la deuxième phase, on va avoir un sens de responsabilité vers le peuple syrien. Très bien, Monsieur l'ambassadeur, certes, peut-être première priorité, c'est un cessez-le-feu. Après ce cessez-le-feu, donc on pourra peut-être parler ou discuter d'autres sujets qui restent bien entendu très importants et aussi assez cruciaux pour la situation humanitaire, surtout en Syrie. Je vous remercie infiniment, ambassadeur Hussein Ali, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci encore une fois. Et donc tout de suite, on termine avec ce dossier consacré à la Syrie, ou ce dossier syrien. On enchaîne avec l'Iran, on enchaîne avec le quotidien L'Orient le Jour, qui écrit « L'Iran refuse de négocier sur son programme balistique ». Dans les détails de cette nouvelle, nous pouvons lire que l'Iran refusera de discuter de son programme balistique lors des prochaines négociations sur le nucléaire avec les grandes puissances. C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, cité lundi par les médias iraniens. Jeudi, à la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman et aux autres membres du groupe 5+1 que les questions touchant la défense de l'Iran ne sont pas négociables et que lors des négociations en dehors de la question nucléaire, nous ne discuterons pas des autres sujets. C'est ce qu'a déclaré M. Araghchi. Selon la presse américaine, Mme Sherman a affirmé la semaine dernière lors d'une audition au Sénat américain que la question du programme balistique de l'Iran serait abordée lors des nouvelles négociations entre l'Iran et le groupe 5+1, à savoir bien entendu les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et l'Allemagne, qui doivent débuter le 18 février à Vienne. Après l'entrée en vigueur de l'accord intermédiaire de Genève, le 20 janvier, ces nouvelles négociations visent à trouver un accord définitif pour régler la crise du nucléaire iranien. Il s'agit de donner des gages que le programme nucléaire iranien est comme Téhéran l'affirme strictement pacifique et ne dissimule pas, comme l'en accuse les grandes puissances, de volets militaires. Tout comme lors des précédentes négociations, nous n'avons pas permis que d'autres questions soient abordées. Nous ne le permettrons pas non plus dans les négociations à venir, car les questions de défense constituent notre ligne rouge. C'est ce qu'affirme le responsable iranien. L'Iran a développé ces dernières années un programme balistique très important, notamment des missiles d'une portée de 2000 km capables d'atteindre Israël, qui inquiète également les pays occidentaux. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnent le programme balistique de l'Iran. Les États-Unis et les pays européens ont également imposé des sanctions contre les responsables et les sociétés qui développent ce programme. À présent, on passe à l'Afrique avec le quotidien 20 minutes qui titre Sud-Soudan, deuxième cycle de négociations entre belligérants lundi, aujourd'hui donc, et dans les détails, nous pouvons lire qu'un deuxième cycle de négociations doit s'ouvrir à lundi à Addis Abeba entre les belligérants du conflit qui a éclaté mi-décembre au Soudan du Sud. C'est ce qu'a annoncé dimanche la médiation est-africaine. Le gouvernement sud-soudanais du président Salva Kiir et les partisans de son ancien vice-président Riek Machar, qui ont signé le 23 janvier, après de laborieuses négociations, un cessez-le-feu qui peine à être respecté, doivent désormais tenter de trouver un accord politique mettant fin durablement au conflit. Le deuxième cycle de négociations sud-soudanaises, axé sur le dialogue politique et la réconciliation nationale, sera officiellement lancé demain après-midi. C'est ce qu'a annoncé l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, organisation sous-régionale et est-africaine, médiateur donc dans le conflit. Aucun ordre du jour précis n'a été communiqué. Cette personnalité politique sud-soudanaise, arrêtée lorsqu'on a éclaté le 15 décembre à Djouba des combats entre factions rivales de l'armée sud-soudanaise, est libérée le 30 janvier.
Corée maintenant, puisqu'on passe au quotidien Le Monde qui titre La Corée du Nord annule la visite d'un émissaire américain. Et dans les détails, nous pouvons lire que de nouvelles tensions sur la péninsule coréenne après l'annulation lundi 10 février par le Nord de la visite donc d'un émissaire des États-Unis censé œuvrer à la libération d'un ressortissant américain et l'annonce du calendrier des manœuvres militaires américano-coréennes dénoncé par Pyongyang. Le département d'État américain s'est dit profondément déçu par la décision de la Corée du Nord de retirer son invitation à l'ambassadeur Robert King qui devait se consacrer à la libération de Kenneth Bae, un Américain d'origine coréenne détenu par Pyongyang depuis novembre 2012. Washington n'avait pas fait état publiquement de l'invitation qu'aurait adressée la Corée du Nord à l'ambassadeur King, qui est depuis 2009 l'envoyé spécial des États-Unis pour la question, ou plutôt pour les questions des droits de l'homme en Corée du Nord. C'est la seconde fois qu'un voyage prévu de M. King à Pyongyang pour négocier la libération de M. Bae vire au fiasco à la dernière minute. Condamné à 15 ans d'internement, Kenneth Bae, détenu en Corée du Nord depuis plus d'1 an, a été renvoyé dans un camp de travail après une longue hospitalisation, avait annoncé vendredi le gouvernement américain, toujours très inquiet de son état de santé. Il avait été condamné en 2013 à 15 ans d'internement pour avoir tenté de renverser le régime. Selon l'agence de presse officielle nord-coréenne, ce responsable de tour opérateur avait été arrêté le 3 novembre 2012 dans la ville portuaire de Rason en possession d'un visa de tourisme pour des motifs qui restent flous. À présent, retour au monde arabe, retour à l'Afrique avec le quotidien Le Nouvel Observateur qui titre donc sur l'Afrique, Tunisie, accélération des opérations contre les tueurs présumés de deux opposants. Et donc on peut lire dans les détails de cette nouvelle que l'enquête sur les assassinats l'an dernier des opposants de gauche tunisiens Chokri Belaïd et Mohamed Brahimi qui piétinaient depuis plusieurs mois semble avoir connu une brusque accélération cette semaine avec l'arrestation d'un suspect et la mort d'un autre, coïncidant avec la fin du blocage politique dans le pays. Le ministère tunisien de l'Intérieur a annoncé l'arrestation dans la nuit de samedi à dimanche de l'un des suspects dans l'assassinat par balle le 25 juillet du député Mohamed Brahimi, quelques jours après l'annonce de la mort du tueur présumé de l'opposant Chokri Belaïd, assassiné également par balle le 6 février 2013. Les forces de sécurité ont encerclé une maison de l'Ariana près de Tunis où était retranché un groupe terroriste. Après un échange de tirs nourri, 4 éléments dans l'un et dans un état très critique ont été arrêtés. Parmi eux figure Ahmed El Melki, alias Somali, le Somalien Nedler, l'un des éléments impliqués dans l'assassinat du martyr Mohamed Brahimi. Le ministère de l'Intérieur souligne qu'il s'agit d'une opération réussie, ajoutant que des armes ont été saisies. Et dans un communiqué, le ministère a identifié les 3 autres suspects comme Bilal Amadouni, Mounir Jamaï et Amer Zdiri. Le fils de Mohamed Brahimi, Adnan, a dit que l'arrestation de ce Ali vivant était un soulagement pour nous parce que cela va permettre de dévoiler toute la vérité sur l'assassinat de mon père et surtout de connaître les commanditaires de ce crime. On reste avec le Nouvel Observateur et donc on passe à la Centrafrique. 10 tués à Bangui, tournée donc du ministre français de
de la Défense. Et nous pouvons lire dans les détails de cette nouvelle que nous rapporte toujours le Nouvel Observateur qu'au moins 10 personnes ont été tuées lors de violences accompagnées dimanche de pillages à grande échelle à Bangui, au moment où le ministre français de la Défense débute une nouvelle tournée régionale consacrée à la Centrafrique. Dans la capitale, une nouvelle flambée de violence a éclaté samedi soir à bord, ou plutôt aux abords de la mairie du 5e arrondissement au centre-ville, avec 5 personnes tuées dans des circonstances non établies, puis 3 autres dans des affrontements interreligieux et une 9e par des soldats de la force de l'Union africaine, MISCA, selon des témoins. Ce bilan a été confirmé sur place par Peter Boukaret de l'ONU, ou plutôt de l'ONG Human Rights Watch, qui a également fait état du lynchage à mort d'une 10e personne, musulmane ou chrétienne, selon des sources contradictoires, dimanche matin près du marché central. Et voilà, madame, monsieur, c'est justement avec cette nouvelle que nous parvenons à la fin de cette édition ou de cette tournée parmi quelques nouvelles parues dans la presse internationale de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous et excellente suite de programme.